Shavua Tov, mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Stop au divorce. Stop au divorce. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il est déconseillé de divorcer et pour lesquelles il est conseillé de rester marié. La vision juive du couple est une vision extrêmement la Torah prend très au sérieux le couple juif. Le couple juif, c'est l'avenir du peuple juif. Le couple juif, c'est l'avenir du monde, c'est l'avenir de l'univers, c'est l'espoir que le monde aille mieux. Lorsque le couple va bien, il y a d'espoir pour le monde. Je crois que c'est le Rav Sitri qui le dit à la Shalom, mais sinon, alors c'est peut-être un autre Rav, je ne sais plus. Il y a, comment dirais-je, il y a aujourd'hui un vent, une facilité bien entendu, à choisir la porte de secours qui s'appelle le divorce, la séparation. C'est facile, c'est pas compliqué. De divorcer, ça ne demande aucun effort, si ce n'est la paperasse, si ce n'est d'aller se déplacer d'un endroit à l'autre pour faire tout ce qu'il y a à faire pour cela. Mais sinon, en regard de l'effort que demande le fait de s'entendre avec son conjoint, un divorce ne demande pas d'effort. Il y a beaucoup de souffrance dans le divorce. Il y a beaucoup de souffrance. Donc, cette vidéo concerne les couples mariés, premier mariage, deuxième mariage, peu importe. Tous les mariages sont importants aux yeux d'Hachem. Et bien sûr, ça concerne les couples juifs, mariés avec un homme ou une femme juive. C'est une vidéo uniquement pour les femmes d'ailleurs. Une femme mariée avec un homme juif, sous la roupa avec un rabbin digne de ce nom. Voilà. Sinon, alors à ce moment-là, il faut se marier comme il faut et après faire tous ces efforts-là. Mais tous ces efforts ne peuvent pas être mis en place face à un non-juif ou une non-juive. Ça n'a pas d'intérêt puisque c'est un interdit de la Torah que de cohabiter avec un non-juif. Le mariage mixte n'existe pas aux yeux de la Torah, aux yeux d'Hachem. Il n'y a pas de mariage mixte, c'est une cohabitation et elle est tout à fait interdite et donc il n'y a aucun effort à produire avec un homme non juif. Tous ces efforts sont à produire lorsque le mari est juif et lorsque nous sommes réellement mariés, d'accord, par les liens de la Torah. S'il n'y a pas mariage, il n'y a pas de bracha. Imzachu shrina benehem. S'ils l'ont mérité, la présence divine. Le commencement, le béaba pour mériter la présence divine, c'est déjà de se marier d'après les lois, d'après les règles de la Torah. Et donc, après, avec l'aide de Dieu, de développer tous les efforts possibles pour faire marcher ce couple. La difficulté dans le couple et dans la construction du couple est le lot de tous les couples de l'univers. Il n'y a pas un couple pour qui c'est facile. Il n'y a pas un couple, peut-être un, mais je ne le connais pas, alors c'est peut-être rarissime, mais la norme est que le mari et la femme sont à l'opposé total. Et c'est là où on remarque la grandeur d'Hachem, et à quel point il fait des choses grandioses, parce que de mettre ensemble un homme et une femme à ce point contraire, et qui dit contraire dit complète, qui se complète. Si nous sommes contraires, alors nous pouvons nous compléter. Si nous sommes les mêmes, nous ne pouvons pas nous compléter. Je ne peux pas me compléter avec quelqu'un qui a uniquement exactement la même chose que je possède. J'ai besoin de quelqu'un qui a ce que je n'ai pas. Cette personne face à moi a besoin de ce qu'il n'a pas pour que l'on se complète. Et il suffit d'observer les couples que Akadosh Baruch Hu unit. C'est tout simplement un chef-d'œuvre. De voir à quel point les êtres sont éloignés. C'est drôle d'un côté parce qu'on se dit mais comment de telles différences peuvent être unies sous un même toit, sous une même alliance. Et c'est le but. C'est le but. Quand une personne va dans une salle de sport, si elle s'assoit sur une chaise, elle ne risque pas d'évoluer.
Si elle monte sur une machine qui lui demande de fournir des efforts, alors elle commence à se muscler. Lorsqu'une personne est face à son mari, lorsqu'une femme est face à son mari, et qu'elle sent une résistance, qu'elle sent une difficulté, elle est en train de grandir. Elle est en train de grandir. La difficulté, c'est la plateforme de l'évolution. Lorsqu'une personne juive, c'est pas un message que l'on entend partout, c'est le message de la Torah. Le message populaire non juif, c'est si je kiffe pas, j'arrête. Si je kiffe pas, si je ne prends pas du plaisir, je m'en vais. Je mets une fin, je stoppe, je m'éloigne. Et non, la Torah te dit non. Le but, c'est pas de souffrir pour souffrir, bien entendu. Il y a une raison au fait de faire des efforts dans le couple. C'est que je suis en train de construire une maison juive, je suis en train de construire une base solide pour pouvoir faire grandir une famille entière, des enfants qui ont besoin d'évoluer, de puiser des forces qu'ils ne puiseront uniquement que dans la paix qu'il y a entre maman et papa. Autrement, on n'a pas l'esprit. On n'a pas l'esprit à grandir sereinement. Quand on sait que papa et maman sont en permanence dans la discorde est le fruit de toutes les maisons à un moment ou à un autre. C'est normal de passer par une discorde, mais une discorde constante n'est pas du tout bienvenue pour l'atmosphère de la maison et pour les enfants. Les enfants ressentent les disputes, les enfants ressentent quand il y a de l'air dans le gaz, ils ressentent l'électricité qu'il y a entre papa et maman. Ils savent exactement si maman aime papa, ils savent exactement si papa aime maman. Et étant donné que je m'adresse aux femmes, les femmes ont une responsabilité extraordinaire et ont reçu des outils d'Hachem extraordinaires pour réussir à faire ce travail de faire le lien entre nous et notre mari. C'est merveilleux de voir à quel point les femmes ont reçu ce don, toutes sans exception. Il suffit juste d'aller le chercher à l'intérieur de soi. Étant donné que je m'adresse aux femmes, alors mon message est de dire que ne pas attendre de l'homme qu'il se prenne en main, de ne pas attendre de l'homme qu'il change, et alors lorsqu'enfin il changera et il répondra enfin aux critères que j'attends de lui, aux changements que j'attends de lui, juste qu'il arrête d'être comme ça, juste qu'il arrête d'être vulgaire, juste qu'il arrête d'être chacun avec ce qu'elle a remarqué de négatif chez son mari. Et qui n'est pas toujours vrai. Des fois, c'est le fruit du Yetzer Hara, c'est le fruit de l'imagination. On croit avoir vu quelque chose. Et en vérité, ce n'est que le reflet de soi, des fois. Et ce n'est que pour nous montrer que nous aussi, on a un travail à faire sur cela. En tout cas, la femme a reçu la responsabilité de faire avancer la machine, de faire avancer le schmilblick. Malgré la difficulté, elle a la capacité en elle, et ça vaut tellement le coup de baisser la tête et de se taire et de ne pas faire une histoire de tout, de ne pas tout prendre à cœur et de ne pas tout se servir pour se dire ça va pas, il faut que je divorce, ça va pas. Chaque événement, chaque situation, on en fait on se monte la tête, et c'est l'imagination, encore une fois. C'est l'imagination. On peut avoir des pensées obsessives toute la journée concernant notre mari, et le travail, c'est juste de se débarrasser de ces pensées, en fait. De se dire, j'arrête de penser comme ça. J'arrête de penser négativement sur mon mari. J'arrête. Ça ne fait pas avancer la machine, ça ne fait pas avancer le travail. Et c'est aussi une des grandes réparations de la femme dans le couple. C'est justement de travailler sa pensée. Parce que si je n'arrive pas à travailler ma pensée vis-à-vis de mon mari, j'aurai aussi des mauvaises pensées sur tout un chacun. J'aurai aussi des mauvaises pensées, que Dieu préserve, par la suite sur mes enfants, sur tout un chacun, sur mes frères, sur mes sœurs. Donc la réparation se fait au sein du couple. Toute la réparation de la femme
le laboratoire de la réparation de la femme, le laboratoire de l'amélioration de l'intériorité de la femme, c'est le couple. C'est face à son mari. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas en réparation. Si on ne sent pas de difficulté, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se répare, qu'il n'y a rien qui avance. Donc la difficulté quand on sent que c'est difficile, c'est un témoin très, très, très bénéfique et très positif qui est censé nous réjouir. Ah, c'est difficile, ça veut dire que je travaille, ça veut dire que j'évolue. Et on nous dit dans la Torah que quand une personne ne fait rien de spécial, elle ne fait pas une mitzvah, mais elle ne faute pas, ça lui est compté comme une mitzvah. Ça veut dire que si une personne est juste assise à rien faire, mais elle ne médite pas, elle ne se met pas en colère, elle essaye de travailler ses pensées pour ne pas avoir des mauvaises pensées sur son mari, tout ça, ça lui est compté comme des mitzvahs. Elle ne faute pas. Elle n'est pas en train de s'énerver, de se rebeller contre son mari, de s'énerver, de se mettre dans des étapes. Elle se retient. C'est une mitzvah. C'est compté comme une mitzvah, comme si qu'elle avait, je sais pas moi, invité une communauté à manger chez elle et qu'elle avait cuisiné depuis un mois et qu'elle est en train. C'est la même, c'est une mitzvah. Comme le fait d'avoir des invités, comme le fait de faire Shabbat, comme le fait de donner la tzedaka, c'est une mitzvah. Tu es chez toi et tu te retiens de t'énerver, c'est une mitzvah incomparable. Et le monde tient sur la personne qui se retient de s'énerver. Et bien sûr, qui se retient de s'énerver parce qu'elle est poussée à bout. Si elle n'est pas poussée à bout, il n'y a pas de mérite. Donc le monde ne tient pas vraiment sur la personne. Le monde tient sur la personne qui ressent intérieurement une difficulté très forte et elle se tait. C'est un exercice extraordinaire qui apporte beaucoup de mérite au monde entier, qui sauve la planète entière et qui apporte beaucoup d'évolution à la femme. Lorsque la femme se retient de s'énerver ou de rentrer en marloquette, de rentrer d'être contre son mari, d'aller toujours contre son mari, tout ce qu'il dit, voilà. Y a quelqu'un un jour qui disait les rêves, quand vous avez un rêve, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre. Au début, votre rêve, il est petit. Il va falloir que vous l'arrosiez et que vous l'arrosiez pour qu'il grandisse. Et ne remettez pas cet arbre, il disait comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une vision non juive qui dit ça, mais je trouve qu'on peut faire une exemplarité avec le couple. Ne remettez pas cet arbre à des gens qui vont écraser cet arbre. Gardez cet arbre et confiez-le à la limite à des gens qui vont faire grandir, qui vont vous aider à faire grandir cet arbre ou qui vont vous encourager à faire grandir cet arbre, mais ne le remettez pas à des gens qui ont l'habitude d'écraser les arbres et qui vont écraser votre rêve. Donc comme ça il expliquait. C'est pas du tout le but de ce que je veux dire. Il n'est pas question là de rêve ou quoi que ce soit, mais il est question de l'homme. Lorsque l'homme émet une idée, n'importe laquelle, viens, on mange de la viande et pas du lait. Viens, on achète des assiettes vertes et pas des bleues. Viens, maintenant, on va se coucher. Viens, maintenant, on met le chauffage et pas le ventilateur. Viens, tu vois, des idées aussi banales et anonymes les unes que les autres. Viens, on prend ce chemin et pas celui-là. Viens, on met ce pantalon à notre fils et pas celui-là. Tout ce que l'homme propose, c'est un arbre qu'il nous confie. À nous de ne pas l'écraser. Je nous parle à nous toutes et à moi en particulier. Il faut se travailler, on doit se travailler. C'est pour ça que je me sers de votre écoute pour me travailler personnellement. C'est très important de se le répéter. N'écrasons pas l'arbre de notre mari. Il a peut-être eu dans son enfance, vis-à-vis de ses professeurs ou de ses amis ou peu importe, ou de ses parents peut-être, des situations où la plupart des enfants ont vécu cela. On a écrasé son arbre à plusieurs reprises, encore une fois. Il donne une idée, ça n'intéresse personne. Il donne une idée, on fait le contraire. Il donne une idée, c'est comme si une mouche était passée, personne n'a entendu. Et l'homme, ça le touche profondément, ça le brise profondément. L'homme donne beaucoup d'importance au fait que l'on va prendre en considération son idée ou pas, aussi anodine soit-elle.
Il ne s'agit pas maintenant d'appuyer sur le bouton pour lancer la bombe atomique. J'appuie ou j'appuie pas. Des fois, c'est vrai qu'il y a des situations qui sont importantes, et puis des fois, c'est des situations toutes bêtes. On mange maintenant ça ou on mange ça. Et l'homme a un lancer comme ça de vouloir sortir, donner son idée à lui, de dire qu'est-ce qu'on fait. La femme qui respecte l'arbre de son mari, qui respecte l'idée de son mari, qui respecte la proposition, même si c'est une proposition qui te dérange, qui t'énerve. Même si c'est, tu sais, au début du mariage, on est très comme ça réactif, enfin, je sais pas pour vous, mais des fois, souvent, les jeunes femmes mariées sont très, pas tout le monde. Baruch Hashem, il y en a qui ont été bénis de bons traits de caractère. Mais parfois, on a ce travail-là où on réagit, enfin, on n'est pas dans un travail, justement, on est dans le contraire du travail, on est dans la spontanéité. À savoir que la rabbinite la rabbinite Dana Tirosh nous dit, Shlita, que la spontanéité dans le mariage ou dans la famille ou dans le couple, enfin, la spontanéité n'est pas une valeur. Pour la famille juive, la spontanéité n'est pas une valeur. Si les gens font de la spontanéité quelque chose de beau, quelque chose de waouh, c'est une personne tellement spontanée, elle réfléchit pas deux fois, elle y va, elle fonce, elle est spontanée. D'accord. Dans la famille, dans la maison juive, la spontanéité n'est pas du tout une valeur. Dire les choses spontanément, ça ne veut pas dire qu'on doit perdre tout notre naturel, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des robots qui ne disent pas un mot. Non, il faut que la femme soit une femme et qu'elle laisse son trait de caractère à elle. Il ne faut pas non plus qu'elle soit complètement effacée, il faut qu'elle soit ce que Dieu l'a fait, mais dans un travail, dans une retenue de ne pas parler spontanément, de ne pas dire spontanément ce que je ressens. Spontanément, je lance des phrases à tire-larigot, spontanément. On prend du coca? Non. Viens, on prend pas de coca. On prend. Viens, on habite là. Non. D'accord? Ça, c'est la spontanéité. Spontanément, je lance. Je lance les missiles, je lance ce que je suis. Je sors le drapeau à toutes les occasions. Je sors le drapeau de ce que je pense. D'accord? Et ça peut être des situations vraiment toutes simples, toutes bêtes, d'accord? Et des fois, il peut y avoir des situations très, très compliquées. D'accord? Je ne sais pas moi. Le mari veut faire une chose qui dérange énormément la femme, comme par exemple, je ne sais pas, j'ai pas l'idée en tête. Elle déteste la musique et il veut faire venir un groupe de musique à la maison. Elle a en horreur la musique, mais pour lui, c'est son bonheur, c'est une thérapie. Il veut faire venir un groupe de musique à la maison pour écouter. Il est prêt à les payer. Il est prêt. Ok, d'accord. Ça lui fait du bien. Il est content. La femme qui laisse le mari, qui fait confiance au mari et qui se dit « Mon mari a un arbre à faire évoluer, un arbre à faire pousser, à faire grandir. Il est un arbre. » On nous dit « L'être est un arbre. » Adam, Adama, l'homme est un arbre du champ, nous dit la Torah. C'est comme un arbre du champ. Il doit pousser, il doit donner des racines, il doit donner des fruits, il doit donner... Et si je le coupe à chaque fois, si je l'empêche de pousser, il ne poussera jamais. Et c'est un crime. Et après, les femmes qui empêchent leur mari de pousser leur reprochent de ne pas pousser. Regarde, t'as vu le mari de machin, il est devenu quelqu'un. Hein. Alors lui, c'est quelqu'un qui a waouh, il a des épaules. Hein. Il a les reins solides. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire cette expression, mais bon, il a des reins solides. Les gens, waouh, il a des reins solides. Je sais pas ce que c'est. Waouh, il a vachement réussi dans son affaire. Ah là, il est monté, il a gradué, il a monté les échelons. Hein. Ah, il a réussi dans son affaire. Mais avant d'avoir réussi tout ça, dans les coulisses, il y a une femme encourageante, une femme optimiste, une femme qui montre un visage serein et qui essaye, agréable à son mari, et qui accepte les propositions de son mari petit à petit. Tiens, je ferai bien ça. Quelle bonne idée. Ça. Ah oui, super. Viens, on fait ça. Ah non, mais ça te dérange. Non, non, pourquoi? Pourquoi ça me dérange? Non, ça me fait plaisir, au contraire. Non, mais une fois, tu m'as dit que ça te dérangeait. Non, mais écoute, j'ai changé. C'est une bonne idée. Et puis, je me souviens surtout que la dernière fois, je t'avais écouté, et puis en fait, ça s'est bien passé, donc je te remercie. Non, non, vas-y, on fait comme t'as dit, comme tu veux. Il y a une femme derrière qui est conciliante, qui est tolérante, qui est flexible, qui ne...
au moindre mot, qui a une dynamite longue, qui ne saute pas au moindre dérangement. D'accord? Chaque fois qu'on ne fait pas d'après sa volonté à elle. Et plus la femme travaille cette élasticité-là, et plus elle grandit au niveau, sur l'une des plus grandes qualités dans laquelle elle peut grandir. La tolérance de l'autre, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence de l'autre. Je dis des choses qui sont, pas faciles dans les premières années. Hein. C'est des choses auxquelles on arrive, pour certaines avec plus de difficultés, pour d'autres avec moins. Mais c'est un travail à faire au jour le jour, les années après les années. Et si on est sur la bonne direction, peu importe la rapidité à laquelle on avance, ou la lenteur à laquelle on avance, le principal c'est d'avancer, c'est tout. C'est de se mettre sur ce chemin-là et de se dire, ok, à partir de maintenant, je vais essayer de temps en temps de réfréner mes pulsions à lui dire non, et d'essayer de mettre à l'honneur sa pensée à lui, et ce qu'il y a de plus beau, ce que vraiment l'homme apprécie le plus. Et il ne le dira pas, mais il s'en retrouve très, 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 très nourri intérieurement, c'est lorsque la femme fait instantanément ce que l'homme a dit. Je sais, c'est hyper difficile pour certaines, hein, je sais pas. Mais ça peut être très difficile, genre mets les trucs là-bas, mais je sais pas, habille les enfants avec ses habits. Toi, t'avais prévu de faire autre chose, là, juste là, hop, tu lâches tout, tu fais, tu le mets. Ah, merci, tu m'as entendu? Bah oui, chérie, pourquoi? T'as totalement raison, c'est maintenant qu'il fallait les habiller, hein. Si c'est pas maintenant, c'est quand? Genre, tu lui montres que c'est limite ton idée, limite son idée, c'est ton idée. Oui, je suis avec toi. T'as raison. C'est difficile, hein, encore une fois. Ne culpabilisons pas, mais dirigeons-nous vers cette adresse. Pour le bien de notre mari, pour le bien de la cellule familiale, pour le bien des enfants, pour le bien de cet être qui s'appelle mon mari, et pour le bien des autres familles. Pourquoi ? Parce que les autres familles sont toujours très influencées, les autres couples sont toujours très influencés les uns des autres, dans le bon comme dans le mal. Quand une personne se sépare, quand une personne divorce, quand on entend une mauvaise nouvelle comme ça, vous ne pouvez pas imaginer la mauvaise influence que ça a sur les autres couples. Et quand on rencontre sur son chemin un couple qui s'est construit, qui diffuse autour de lui des énergies de construction, d'évolution, après de longues années, de n'être qu'une seule personne, d'être une personne, même autant qu'on soit différent. Il se peut qu'après des années, le couple soit toujours aussi, ça veut dire soit toujours aussi différent, mais il est uni, voilà. L'unicité du mari et de la femme, ça comment dire, ça lâche autour de soi des énergies qui ont une très bonne influence sur les autres couples. Les autres couples sont nourris par les couples qui ont fait ce travail de rester ensemble et d'accepter l'autre, malgré la difficulté, malgré qu'il n'est pas du tout ce que je recherche, malgré qu'il ne fait pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout. Des fois, on entend, c'est ce que les femmes disent quand elles veulent expliquer pourquoi elles divorcent ou pourquoi elles se séparent. C'est pas du tout ce que je voulais. Il agit pas du tout comme je voulais. C'est pas du tout la vie que j'imaginais. C'est pas du tout comme ça que je me voyais évoluer. C'est pas du tout comme ça que je voyais ma vie familiale. Alors, non, oui, c'est normal. C'est normal. C'est le lot de tous les couples. C'est pas comme ça qu'on voyait, parce que nous dit Hachem, autant vos pensées à vous sont tellement, tellement, tellement éloignées de mes pensées à moi. Mes pensées à moi, nous dit Hachem, elles sont tellement élevées comparément à vos pensées à vous. Vos pensées à vous, elles sont sur la terre, et moi, je suis dans le ciel. Mes pensées à moi, elles sont dans le ciel. C'est une distance du ciel et de la terre qui sépare vos pensées et mes pensées. Ça veut dire que si moi, quand j'étais petite jeune, je me faisais, ou en attendant de me marier, je me faisais une idée du mariage, une idée de la vie de couple, une idée
très gentleman, très romantique, très cinématographique, comme dans les films, dans les romans, comme dans la série que j'ai vue réelle, où cette danseuse étoile, avec une carrière incroyable, se rencontre, finit enfin par rencontrer son prince charmant, et puis ils se marient, et puis tu les vois ensemble, et puis ils kiffent du matin au soir, ils font tout ce qu'ils aiment, ils voyagent là où ils aiment. C'est pour moi, c'est ça la vie de couple, tu vois, c'est de faire ensemble ce qu'on kiffe ensemble, de faire kiffer pareil, c'est tout l'inverse du couple, quoi. C'est tout un, c'est une image totalement erronée. Ça n'a rien à voir avec le couple. Le couple n'a rien à voir avec ça. C'est pas le prince charmant et la princesse charmante et on aime la même chose, on fait la même chose et on kiffe les mêmes choses et on kiffe en même temps et on décide en même temps de faire la même chose. On décide en même temps de faire la même chose, oui, mais c'est forcément comment dire, sur le dos de quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un qui doit s'annuler à un moment ou un autre. Et celui qui s'annule, il fait une grande mitzvah. Quand on fait la même chose ensemble, au même moment, on mange ensemble au même moment, c'est parce que ou le mari a décidé que c'était maintenant le moment qu'il fallait manger, ou la femme a décidé. Mais il y en a un qui décide, c'est pas les deux, parce que si c'est les deux qui décident, c'est la cacophonie. Elle veut manger à 1 heure, lui, il veut manger à 11 heures. Lui, il veut mettre le chauffage, elle veut mettre le ventilateur. On n'a pas les mêmes envies au même moment, la même vision de la vie, la même envie, les mêmes... Maintenant, j'ai envie de voir de la foule, il me faut de la foule, il faut que je vois de la foule. Et l'autre, il supporte pas, il est claustrophobe, dès qu'il voit trop de monde, il devient fou. Il y en a un qui doit, l'évater, comme on dit en hébreu, il y en a un qui doit faire la passe sur son ego. Mais moi, j'avais tellement envie. Oui, mais lui, il a tellement envie. Alors, qui c'est qui aura l'intelligence et la force et la maturité aux yeux de la Torah, c'est ce qui s'appelle être fort. Mi-oua gibor, akovesh et yitzro. C'est qui la personne forte, nous dit les maximes de nos pères. C'est qui la personne forte? Si tu demandes au peuple, si tu demandes à la cinématographie, si tu demandes... C'est qui le fort? C'est celui qui se fait entendre. C'est celui qui crie un bon coup, c'est celui qui pousse la gueulante. C'est celui, pardon pour les mots, mais c'est celui qui fait peur quand on le voit. Ah là là, il est fort lui, oh là là, il va tous nous bouffer. C'est celui-là le fort, c'est celui qui se fait entendre. Et bien d'après nos sages à nous, Baruch Hashem, qu'il y a la Torah pour nous expliquer c'est quoi la vraie force. La vraie force, c'est celui qui dompte son mauvais penchant. Akovesh et Yitzro. Celui qui fait spontanément ce qu'il a envie de faire parce qu'il y a une voix à l'intérieur de lui qui crie de faire ce qu'il a envie de faire et il le fait. Il est faible. Il est faible. Je ne dis pas ça au regard de nos maris, chas v'shalom. Pas qu'on doit voir nos maris avec un regard de « Ah ouais, c'est vrai que c'est eux les faibles, moi je suis la forte. » Non, pas du tout. C'est pas du tout ça l'idée. C'est par rapport à moi-même. Dis-toi que quand toi-même ou quand moi-même je me dis que je suis là en train de me laisser aller à extérioriser toutes mes pulsions intérieures, même si elles font mal à celui qui est en face et qui m'entend, qui me voit et qui m'écoute, c'est une faiblesse, ce n'est pas une force. Lorsqu'une personne crie, s'énerve et se met dans un état de colère alors que c'est interdit par la Torah et qu'elle ressent un sentiment de bien-être, qu'elle sache que ce sentiment est émis par le mauvais penchant. C'est le mauvais penchant qui lui dit « Ah, quel bonheur! Ah, tu t'es fait entendre, là! Ah, t'as poussé la gueulante, là, ouais! Ah, t'as bien crié! Ah, tu t'es bien fait entendre, là! Ah, ça valait le coup de crier, regarde, ça y est, ils arrêtent de t'embêter, maintenant. » D'accord? Maintenant, il a bien compris que j'ai crié. Ça, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui te parle. Le bon penchant te dit « Ne crie pas, c'est interdit, et tu vas voir, tu vas gagner. » Tu vas gagner. C'est difficile. J'ai envie de pleurer tellement j'ai envie de crier là, mais je me retiens. C'est dur. J'ai le cœur brisé là, j'ai le cœur contrit. Hachem nous dit dans la Torah qu'il est avec les cœurs contrits. Les cœurs qui sont brisés, il est avec eux, il est avec nous. Ça veut dire que quand tu te sens un super-héros parce que tu t'as crié, t'as dit ce que tu voulais, tu t'es fait entendre, d'accord? Eh bien, Hachem, il n'est pas avec toi. Il n'est pas là. On chasse la shrina, on chasse
on chasse la présence divine en fait. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est difficile, je sais, parce qu'il y a des moments de pression, il y a des moments de douleur, il y a des moments de difficulté. Et quand je vous dis tout ça, il ne faut pas culpabiliser par rapport au passé, mais essayer pour l'avenir de mettre les choses en pratique pour l'avenir, Bezrat Hashem. De se mettre sur ce chemin du travail et de se dire que j'ai été une superwoman, comme les gens aiment dire. J'ai été super forte quand je me suis retenue. Quand je me suis retenue, même si ça a été dur. Et plus ça a été dur, et plus j'ai été forte. Et plus j'ai été forte, je me suis retenue. Et des fois, c'est pas des fois, mais c'est presque tout le temps même. En général, les exercices sont pas toujours simples. En général, les exercices sont justement difficiles. C'est justement la phrase que je voulais pas entendre, la proposition que je ne voulais pas entendre, l'histoire que je ne voulais pas. Je voulais pas entendre cette histoire-là qui me dit ça comme ça. Je voulais pas qu'il me propose ça comme ça. Je voulais pas qu'il me dise, qu'il me raconte ça, qu'il me dise que ça. Non, je voulais pas. Je ne voulais pas. Je voulais pas aller là. Je ne voulais pas. Je voulais pas. Et je me retiens. Je me retiens. Je me retiens. Je laisse passer. J'essaye d'accepter petit à petit, doucement, et dans ces moments de difficulté, il faut nous dit la rabbinite Ruth Shemesh, de se relier à la source de Emouna, de cours de Emouna, de cours dans la foi. Quand tu es dans un moment comme ça, vacillant, difficile, tu n'es pas sereine, ou tu n'es pas tu sens que la terre tremble sous tes pieds tellement la situation n'est pas facile. Essaye de trouver un cours sur la foi, un rabbin, une rabbinite qui enseigne des cours sur la foi. Tu écoutes le cours à ce moment-là, ou tu lis le livre qui renforce sur la foi à ce moment-là, comme le Jardin de la foi du Rav Arush, comme n'importe quel autre livre sur la foi. Tu vas dans ta chambre et tu t'enfermes et tu lis ton livre et tu te rappelles que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Tout ce qu'il fait, il n'y a pas de mal qui sort d'Hachem. Il n'y a pas de mal qui vient du ciel. Il n'y a rien, il n'y a aucune situation négative qui vient d'Hachem. C'est moi, je la vois comme une situation négative. Mais aux yeux d'Hachem, c'est une bonne situation pour moi. Cette différence entre mon mari et moi, c'est toutes ces difficultés, toutes ces disputes. Tout ça, c'est là pour me construire, c'est là pour me faire grandir, c'est là pour me faire encore évoluer, encore un peu. Et tant qu'on est là, comme nous dit le Rav Ben Shetrit, Shlita, tant qu'on est là, ça veut dire qu'on a encore de quoi travailler. Si je suis encore là, ça veut dire que j'ai encore de quoi travailler. Il y a d'ailleurs, c'est très important de le dire, un couple qui n'est pas éclairé, dont la femme n'est pas éclairée par l'étude du couple, c'est un couple qui est en danger. La femme met son couple en danger lorsqu'elle n'écoute pas des cours sur le couple. Et un jour, une fois, il n'y a pas d'âge pour écouter des cours. Il n'y a pas d'âge. Tu peux avoir 50, 60, 70, 80, il n'y a pas d'âge. Un jour, j'avais assisté à un cours d'une rabbinite justement sur le couple. Et c'est une association donc très connue qui enseigne beaucoup le sujet du couple, avec plein d'intervenants, plein de rabbinim et tout ça. Et j'étais arrivée donc à l'introduction de toute une série de cours. Et la rabbinite a dit, voilà, j'aimerais juste faire un petit saluer notre élève, la plus ancienne qui est là et qui nous suit en fait depuis la création de l'association, il y a des 20 et quelques années. Elle est là, c'était notre première élève, elle était dans les premiers locaux des cours chez moi, dans ma maison, ou je sais pas où. Et voilà, elle est là depuis là. Et elle pourrait être ma mère parce que cette femme a, je sais plus, 80 et quelques. Et voilà, et elle continue de venir. La rabbinite à ce moment-là avait 40 ans. Je n'ai que 40 ans. Et voilà, j'enseigne à une femme qui a l'humilité de venir à mes cours et qui a 80 et quelques. Et elle continue toujours de nous dire qu'elle a encore appris des choses et qu'elle a encore renouvelé des choses. Donc c'est un message que j'aimerais faire passer à toutes les femmes, nous dit la rabbinite Dana Tiroche, que il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour d'étudier. Et quand une personne dit « moi, ça y est, j'ai suffisamment étudié, j'ai plus besoin de ça », ça veut dire qu'elle est devenue vieille. Ça veut dire qu'elle a vieilli, ça veut dire que
Une personne qui n'arrive plus à se renouveler dans son étude de la Torah, dans son étude sur le couple, dans son étude sur l'éducation, parce qu'elle pense tout savoir, alors c'est un symptôme de vieillesse, c'est un symptôme de, 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 c'est un manque de jeunesse, c'est un manque d'innocence intérieure qui permet de continuer à recevoir une information qui est cruciale et vitale pour tout un chacun. On a toutes besoin d'étudier. C'est vrai qu'il y a des moments où on va plus étudier et des moments où on va plus mettre en pratique ou faire passer l'étude qu'on a appris et puis on va recommencer à étudier. Mais il n'y a pas de fin à l'étude. Il n'y a pas de fin à l'étude. On a tous besoin de se remplir de cette étude de Torah, bien sûr. Je ne parle pas des études profanes, des études non juives, des études des philosophies non juives. Je ne parle pas de ça. Je parle de la Torah, la vision de la Torah. Un couple qui part dans la vie sans la vision de la Torah, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il s'y continue comme ça à long terme jusqu'au bout. Il n'y a pas beaucoup de chances pour que ça tienne jusqu'au bout. Il y a des exceptions, mais c'est dommage. C'est dommage de prendre le risque. Il faut absolument, dès qu'on se marie, ou peut-être un peu avant, ou en tout cas après s'être marié, se lancer, commencer à étudier. Et il n'y a pas il n'est jamais trop tard, même si ça fait 50 ans qu'on est marié, il n'est pas trop tard pour écouter des cours sur le couple et recevoir les conseils, et recevoir les choses, et prendre des choses, et prendre petit à petit, se dire, ok, je vais essayer de travailler sur ça, et ok, c'est tellement important de se battre pour son couple par rapport à l'influence qu'on a sur les gens autour de nous. Yehudim, Arevim, Zelazé, ça veut dire que les Juifs ont un impact les uns sur les autres. On est tous reliés les uns aux autres, on a tous un impact. On ne peut pas se dire je vis pour moi-même maintenant. Je vis pour moi-même, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Laisse-moi faire ce que je veux. Laisse-moi faire ce que je veux, c'est pas une philosophie juive. C'est une philosophie athée. C'est une philosophie de croire que je suis seule au monde et que je ne suis reliée à aucun autre. Je ne suis pas reliée au peuple élu. Lorsque je sais que je suis juive et que je suis donc reliée au peuple élu, j'ai un impact sur ma voisine, j'ai un impact sur ma cousine, j'ai un impact sur ma sœur, j'ai un impact sur ma mère, j'ai un impact sur ma fille, j'ai un impact sur ma petite fille. Mes choix dans mon couple, si je reste mariée ou pas, peu importe si c'est le premier mariage, le second mariage, peu importe lequel mariage, si je me bats pour rester mariée, si je me bats pour faire un travail, si je me bats pour m'améliorer, si je me bats pour aller à des cours de Torah, si je me bats pour aller à des cours sur le couple, ça a une influence sur les autres. Et au final, je vais pouvoir aider les autres. Parce que justement, c'est justement quand on passe par des situations pas simples du tout et qu'on les surmonte, avec la difficulté, avec le temps que ça prend, avec la difficulté que ça demande, avec les crises et les descentes, et il y a des montées et des descentes, c'est ça la vie d'un juif. C'est des montées et des descentes, il n'y a pas de planitude, on plane, et s'il n'y a pas de planitude, s'il y a un petit truc qui dérange mon chemin, je vais m'isoler dans un temple japonais pendant au moins 10 ans, pour ne surtout pas être dérangé dans ma zénitude. Non, 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 ça c'est pas la vie juive. On n'est pas des prêtres, on est des prêtres, on est des kohanim, bien entendu, on est un peuple de prêtres saints, mais rien à voir avec cette vie non juive de la solitude et je fais seulement ce que je veux, je suis seul à être le commandant de ma vie. Et non, t'es pas seul, on n'est pas seul, voilà. Dieu a décidé que l'histoire, elle se passe pas comme ça, l'histoire, elle se passe qu'on est deux. Ah, mais j'aime pas être à deux, j'aime pas être avoir un copilote, j'aime bien être le seul commandant, la seule commandante, d'avoir de sentir que j'ai le volant en main et que c'est moi qui le gouvernail, que je suis le chef du bateau, j'aime donner des ordres, j'aime. Alors ça, c'est un travail justement à faire pour la femme, de travailler sur son humilité, à vouloir être le leader, à vouloir être la chef, à vouloir... Il y a d'autres expressions moins pudiques que je ne dirais pas, mais voilà, à porter la casquette, d'accord? Donc ça fait partie du Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant. C'est le penchant qui veut être omnipotent. Je suis omnipotent, je décide, je mène ma barque, je dis quand c'est à droite et quand c'est à gauche. Et justement, c'est ça le travail de la femme, c'est de se rapetissir. Et plus elle se rapetissit, et plus Dieu lui donne le micro le micro. Plus Dieu lui donne
la place, la réelle place de la personne qui va vraiment influencer. Il y a une mode, j'ai entendu un écho, les influenceuses, des femmes qui veulent influencer sur Internet, qui veulent absolument influencer les autres. Le fait d'influencer les autres, c'est une très très bonne, c'est une dynamique qui peut être extrêmement constructive ou extrêmement destructive. Si j'utilise cette volonté d'avoir un impact sur les autres de façon virtuelle face à des gens, des étrangers que je ne connais même pas, et de les influencer sur des choses étrangères à la vie juive, étrangères à la Torah, sur de la avoda zara ou des choses qui n'ont rien à voir avec la vie d'une femme juive, ça s'appelle avoir une mauvaise influence, que Dieu préserve. Ça s'appelle faire fauter les autres. Faire fauter les autres. Je fais fauter les autres. Achète ça, fais ça, va en vacances, va là-bas. Je fais fauter les autres. Je leur fais croire qu'il faut absolument beaucoup pour être heureux dans la vie et que il faut voilà, plein de choses pour être satisfait dans la... Enfin, je sais pas c'est quoi ces influences, mais c'est pas des choses très positives. Mais par contre, la bonne façon d'utiliser ce caractère de vouloir influencer, c'est dans la maison. Plus je me fais petite, si vous voulez, pas petite dans le sens muette. La femme doit parler, la femme doit répondre à son mari, la femme doit être une femme, sinon il manque quelque chose dans la maison. Mais plus je me fais réceptacle des idées de mon mari, plus sur le compte de mes propres idées à moi, forcément, ça coûte. Si ça coûte rien, c'est pas un effort, d'accord? Si je suis le réceptacle des idées de mon mari, qui vont exactement dans le sens de mes idées, qu'est-ce que je gagne? D'accord? Si ça se passe comme ça, tant mieux, mais quand c'est pas le cas, c'est là où c'est intéressant. Donc, quand je suis le réceptacle des idées de mon mari qui sont à l'inverse des miennes, quand je lui permets d'être ce qu'il est, quand je le respecte, je lui donne du respect, je lui parle avec respect, je m'adresse à lui avec respect. Quand les enfants sont là, ils sentent que maman respecte papa. Je lui donne une place, et je ne viens pas lui couper la parole sans arrêt devant les invités, ou je ne viens pas sauver la situation. Attends, non, mais mon mari, il sait pas ce qu'il dit, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce que... Laisse-le parler, laisse-le faire, laisse-le dire, et plus tu le laisses faire, et plus il saura quoi faire, et plus tu le laisses dire, et plus il saura quoi dire. Plus il prendra sa responsabilité de faire attention à ce qu'il dit et à ce qu'il fait, parce qu'il se dit, attends, si ma femme, elle respecte la personne que je suis, elle a du respect pour ma parole, pour mon choix, pour ma position de pensée, pour ma... Alors, j'ai pas le droit de fauter quelque part. Enfin, je dois m'améliorer, je dois faire en sorte que ce que je dis, ça a vraiment une vraie valeur. Je dois faire en sorte que ce que je pense a vraiment une vraie valeur. D'accord? Ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que plus la femme donne la place, même si intérieurement, au fond d'elle, elle se dit, il ne mérite pas, non, je suis désolée, quand il parle comme ça, de politique, et qu'il dit n'importe quoi, je suis désolée, je ne peux pas être d'accord avec lui et le laisser parler. Ça, non, là, non, jusque-là, il y a une limite, d'accord? Non, alors il n'y a pas de limite, tu laisses, tu dis, sauf si ça va contre la loi de la Torah, bien sûr, sauf si ça va contre la halakha, et à ce moment-là, il faut venir avec douceur et avec gentillesse et avec respect, dire... chérie, j'ai posé la question à Rav et il a dit que c'était pas comme ça, que c'était comme ça. Ah bon, non, quoi? Alors viens, on appelle ensemble le Rav et on redemande. Viens, on fait une question, viens, on fait une demande. Il y a des sujets qui sont pas du tout aussi simples que ça. Mais on va dire que, je sais pas moi, 90%, 95% de la vie commune, c'est des choses qui n'ont pas tant un impact que ça, d'accord, sur la vie spirituelle de la famille, sur l'éducation des enfants ou sur des choses cruciales, d'accord? Et même quand c'est des fois un petit peu comme ça, mais allez, viens, on leur donne des chocolats, la mère, elle n'est pas d'accord. Bon, allez, de temps en temps, c'est pas grave, laisse-le faire. Voilà. Plus la femme fait ça, et plus l'homme se sent respecté, et plus il sent qu'il a une place. Et quand la femme fait ce travail-là, elle influence positivement sur les autres femmes. Les autres femmes reçoivent d'elle des énergies de construction, pas des énergies de destruction. Parce que les femmes qui détruisent leur couple et qui détruisent leur mari, elles font beaucoup de bruit, elles sont très bruyantes, elles sont là, elles sont présentes, on les entend, elles ont leur avis, elles ont quelque chose à dire. D'accord? On les sent. C'est le lot de toutes les femmes
voilà, ça peut être en début du mariage, ça peut, d'accord, c'est aussi mon lot, ça peut être mon lot, d'accord, ouais, d'accord, on n'entend pas trop, le mari dit quelque chose, il n'y a pas trop de place. Donc, quand la femme est très bruyante et qu'elle fait beaucoup de bruit, qu'elle a son avis, et qu'elle laisse rien passer, et que tout ça, eh bien, l'homme, petit à petit, reçoit un message de tais-toi, tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien, donc petit à petit, il s'efface, et après, la femme lui reproche d'être trop effacée, de pas suffisamment se réaliser, de pas seulement pourquoi tu réussis pas, pourquoi ça? Et en fait, voilà, tout se cache derrière la volonté de la femme à faire la place à son mari. Et là, elle le fait grandir. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Quand la femme donc fait cette place à son mari, elle va finir au final par devenir une vraie influenceuse. Ça veut dire qu'elle aura tellement laissé la place à son mari, elle lui aura tellement écouté ce qu'il a à dire sans le reprendre. Mais quel bonheur! Quelle naissance! Le mari naît tous les jours au travers de sa femme. Il naît. Il devient une nouvelle personne tous les jours grâce à l'écoute de sa femme, grâce au repas qu'elle lui a préparé à midi, et qu'elle ne va pas maintenant le juger sur chaque mot qu'il dit, chaque phrase qu'il dit. Oh là là, j'ai fait ça s'est passé comme ça. Ben bien entendu, enfin! Tu sais très bien que quand on fait ça se passe comme ça, mais qu'attends-tu d'autre? D'accord? Il n'a pas besoin de ça. Ça y est, il a fait la scolarité, il a été à l'école, il s'est retrouvé face à des professeurs très, très pas sympathiques du tout. Il n'a pas besoin encore d'une professeure à la maison qui vient pour lui taper sur les doigts. On ne perd rien à laisser un homme s'exprimer, à son mari s'exprimer. On ne perd rien à laisser son mari s'exprimer et à le être de son côté. On gagne tout. On gagne tout. Et donc, encore une fois, plus la femme fait cela, plus l'homme se sent en sécurité, il sent qu'il a sa place. Il sent qu'il peut dire ce qu'il veut. Il sent qu'il est écouté. Il sent qu'il n'a pas face à lui une ennemie, chas v'shalom, ou quelqu'un qui est contre lui, ou quelqu'un qui se bat contre lui, quelqu'un qui lui fait la guerre, d'accord, qui rentre chez lui, c'est la guerre. T'imagines l'horreur? Déjà, l'extérieur, c'est la jungle, c'est la guerre. Déjà, il faut se battre au niveau du travail, il faut se battre dehors. C'est pas facile, hein, même avec un chauffeur de taxi, il faut se battre. Donc, imagine, il est à l'extérieur, la jungle et tout, il rentre à la maison, c'est encore la guerre. Mais t'imagines, c'est éreintant, c'est pas une vie, le pauvre. Donc, lorsque la femme se fait cette adresse agréable et accessible et tout ça, l'homme prend petit à petit son mari uniquement, hein, prend confiance en lui. Il est tranquille, il est en sécurité. Quand il vient à la maison, c'est pas c'est pas un champ de mine. Il peut marcher tranquillement sans qu'une bombe lui saute au visage. C'est pas des insultes à chaque fois, c'est pas des et ta mère et ta sœur et tout ça, c'est pas ça. C'est je t'aime, j'aime ta famille, je te reçois, je reçois qui tu es, j'aime ce que tu dis, j'aime ce que tu es, je suis heureuse d'être avec toi, je suis heureuse de manger avec toi, je suis heureuse. D'ailleurs, on leur fait on leur fait très plaisir quand on mange avec eux la même chose qu'eux, ou qu'on mange en tout cas avec eux en même temps qu'eux, ça leur fait très plaisir. Je dis ça pour me travailler aussi parce que j'ai étudié il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment vrai. Des fois, on mange en décalé, et donc au moment où ils mangent, on est assise, mais on ne mange pas et ça le dérange. Donc il faut faire aussi si vous arrivez à le faire, voilà, c'est super. De manger en même temps, ça construit des liens. Donc voilà, de manger en même temps. Et donc bon, d'écouter ce qu'il dit, de recevoir, d'être d'accord, d'encourager. Ah, mais t'avais raison alors depuis le début. Mais c'est toi qui me l'avais dit depuis le début. T'avais raison sur cette histoire. Et ça, et t'avais... Ah, mais tu sais d'ailleurs, j'avais écouté ton conseil. D'ailleurs, ça a bien marché. De lui donner cette place-là, plus il se sent donc en sécurité, et plus au moment crucial où il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre la parole pour dire quelque chose de crucial, genre l'école des enfants, genre... L'éducation des enfants, c'est la chose la plus cruciale, c'est la raison pour laquelle nous sommes ensemble et nous essayons de faire la paix ensemble. Et au final, c'est pour l'éducation des enfants, c'est-à-dire c'est un des buts. C'est pas seulement pour notre petit plaisir à nous du couple, c'est pas seulement pour le plaisir du couple. C'est vrai que c'est important le couple, bien entendu, mais on est d'accord, on est censé faire sortir des générations droites. C'est notre labeur. Et quand il n'y a pas encore d'enfants, ou qu'il n'y a pas d'enfants parce que c'est un deuxième mariage, il y a aussi une responsabilité dans ce sens-là. Les enfants qu'on a d'un premier mariage, si c'est le cas, sont influencés par notre travail qu'on fait dans notre second mariage.
même si ce n'est pas nos enfants en commun, c'est mes enfants à moi et ses enfants à lui, ils reçoivent autant, ou au moins en tout cas, ils reçoivent aussi du couple, de leur second mariage, du second mariage de leurs parents, une influence. Est-ce qu'ils travaillent ou pas? Est-ce qu'ils sont en paix ou pas? Ils reçoivent aussi ça. Ils reçoivent, c'est très important. Très, très important. Donc, quand enfin j'ai fait ce travail-là, le mari, et qu'il faut absolument parler de quelque chose d'essentiel, genre la cache-route. Écoute, il faut qu'on s'améliore sur la cache-route. Écoute, il faut qu'on s'améliore sur ça. Il faudrait que... J'ai entendu un cours de Torah sur ça, le rabbin dit comme ça. Des choses cruciales et importantes qui valent vraiment le coup de prendre la parole, qui valent vraiment le coup de prendre le risque d'avoir face à soi quelqu'un qui n'est pas d'accord ou qui contredit. Des situations vraiment importantes. Là, j'influence réellement. Je suis l'influenceuse. J'ai le gouvernail en vérité. C'est-à-dire que j'ai permis à mon mari d'être officiellement le commandant, d'avoir officiellement le gouvernail. Pour 90% des choix, c'est lui qui décide. Je suis là à l'écouter, à lui donner sa place. Et pour ces 10% de choses cruciales qui sont la maison, la pureté familiale, les lois du Shabbat, les lois de la cache-route, les lois de viens, on fait le Shabbat, toutes ces choses cruciales qui construisent la maison. Là, je suis en vérité officieusement le vrai commandant. C'est-à-dire que ce qui est vraiment essentiel, je suis là et je le suggère au commandant officiel. Et donc, je suis le commandant officieux. Donc, je suis l'influenceuse, la vraie influenceuse. J'influence ma maison en bien. Parce que j'ai fait ce travail de plateforme, de permettre à mon mari d'avoir les pieds sur terre tranquillement et de pouvoir mener sa barque comme il faut, la barque de notre famille. Et là, il permet à son sous-chef, son copilote, je ne sais pas comment vous l'appellerez, sa femme, Ezer Kenegdo, la femme, l'aide qui est face à lui, que Dieu lui a mis face à lui, elle fait son travail, c'est-à-dire de donner l'adresse sur les choses cruciales. D'accord? Donc voilà, mes très chères dames, à très bientôt. Que Dieu vous aide à ne pas divorcer, à tenir pour vous, pour vos enfants, pour vos générations. Et vous, autant qu'on peut pleurer dans la construction du couple, on dit le couple, c'est kmo kriyat yamsouf. Azivuk zekmo kriyat yamsouf, le couple, c'est comme l'ouverture de la mer. Comme l'ouverture de la mer. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte et qu'il y a eu l'ouverture de la mer, la même difficulté que ça demande, une ouverture de la mer, on retrouve la même difficulté dans le couple. Tous les jours, c'est une ouverture de la mer. De travailler ces traits de caractère chez moi, de stopper cette volonté de gérer tout, de vouloir être celle qui... de vouloir moi. C'est une ouverture de la mer. Kriyat Yamsouf, mamash. Et quand on fait cette Kriyat Yamsouf, on permet à cette mer de s'ouvrir en deux, on permet à nos enfants de passer les pieds secs sur le sable et de ne pas être, emportés par les vagues de la dispute, par les vagues de la discorde, par les vagues des mauvais traits de caractère. Miwa Gibor, Akovesh et Yitzro, qui est celle qui est fort, celui qui est fort, celui qui gère son mauvais penchant. Que Dieu nous aide à être fortes, Bezrat Hashem, et à tenir dans notre couple, et à nous construire et à étudier des cours sur le couple. À très bientôt, mes très chères dames.